Maintenant, on va regarder vos différentes questions pour y répondre. Alors tout d'abord, vous nous avez posé un certain nombre de questions en amont de la webconférence et nous avons reçu également d'autres questions pendant cette webconférence. Alors si je prends la première question que nous avons, c'est comment calculer les prélèvements sociaux lors d'un déblocage des fonds épargnés. Alors les prélèvements sociaux, ils vont être calculés sur les plus-values qui ont été réalisées. Alors si plus-value il y a, donc sur les gains sur les différents fonds que vous avez sur votre PE ou sur votre PERCO, donc au taux qui est en vigueur. Donc actuellement, si vous débloquez cette année, ça sera au taux de 17,2%. Voilà pour cette première question. Une autre question qui nous a été posée, lorsque les marchés sont haussiers, est-il préférable d'investir sur les fonds actions, en marché baissier, fonds obligataires et en marché orange, comment répartir le PE? Alors attention, parce que quand les marchés sont haussiers, le risque c'est d'investir trop tard et quand une bonne partie de la hausse a déjà eu lieu. Et moi je ne répondrai pas forcément marché haussier ou marché baissier. Je dirais tout dépend aussi de votre projet et de votre horizon de placement. En général, sur un PE ou un PERCO, vous avez des fonds monétaires, des fonds obligataires et des fonds actions. Si vous avez du temps devant vous, si par exemple vous êtes relativement jeune et que vous épargnez en vue de votre retraite, n'hésitez pas à aller sur des fonds actions qui en général sont les plus rémunérateurs sur une durée de 20 ou 30 ans. L'AMF avait fait une étude qui montrait que sur une durée de 20 ans, les fonds actions avaient rapporté en moyenne 5,3%. Si vous avez une durée relativement courte, ça peut être intéressant sur un très court terme de rester sur du monétaire. Donc voyez vraiment en fonction de vos projets et de l'horizon de placement de vos projets. On a une autre question sur quelqu'un qui a un PE et un PERCO et qui nous dit je dois débloquer de l'argent, 50% environ du total PERCO-PE pour un achat immobilier. Dois-je débloquer les sommes dans le PE ou le PERCO, sachant que j'ai 56 ans? Là, je dirais aussi, tout dépend de votre situation, notamment financière, de vos projets, de vos objectifs. Avec le PERCO, comme nous l'avons vu, vous pouvez sortir en rente. Donc, si vous avez besoin d'un complément de revenu à la retraite, il vaut mieux retirer l'essentiel sur le PE pour garder la possibilité d'avoir cette rente viagère sur le PERCO. Si vous n'avez pas cet objectif-là, c'est vraiment à vous de voir et vous pouvez très bien donc panacher entre les deux. On a une autre question. Dans le cadre de la webconférence, je souhaiterais comprendre le fonctionnement de l'AMF. L'AMF a-t-elle une vision de tous les comptes sur l'épargne salariale en France? L'AMF a-t-elle des relations avec les AMF étrangères si les comptes d'épargne salariale sont à l'étranger? Est-il possible de rencontrer une personne de l'AMF pour de futures questions? Alors, je ne sais pas ce que la personne a entendu par vision de tous les comptes sur l'épargne salariale. Nous n'avons pas une vision compte par compte, hein. On ne peut pas savoir ce qu'il y a sur les différents comptes. Ce qui est clair, c'est qu'on est le régulateur dans le sens où on va agréer déjà les fonds communs de placement, ce qu'on appelle les FCPE, les fonds communs de placement en entreprise. On agrée aussi les sociétés de gestion qui les proposent et on régule les intermédiaires, notamment les teneurs de compte. Mais après, on ne voit pas compte par compte ce que chacun a. On a aussi globalement, mais au-delà de l'épargne salariale, bien sûr, des relations avec nos homologues étrangers. Mais voilà, ce sont vraiment dans des cas particuliers où il y a une nécessité de coopération. Si vous avez des futures questions, comme je l'ai dit en introduction, alors vous ne pouvez pas nous rencontrer forcément, entre guillemets, en chair et en os, sauf à l'occasion du salon actionnariat ou de réunion en province. Mais par contre, vous pouvez appeler ou contacter notre plateforme par formulaire de contact. Et donc, vous aurez quelqu'un au téléphone ou bien quelqu'un qui vous répondra ensuite par Internet. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions.
Une question ensuite un peu spécifique qui est liée au départ de l'entreprise. Mhm. Je pense que je vais laisser Nelly Avec y répondre, plaisir. mais je vais la lire. Donc quelqu'un qui nous dit qu'il a quitté son entreprise là en début d'année, bon, dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Après, je pense que peu importe, ce qui compte, C'est une c'est le départ de cessation l'entreprise. de contrat de travail. Et qui est averti en mars qu'il va toucher de l'intéressement, un supplément d'intéressement et de la participation au titre de l'exercice 2018, donc alors qu'il était salarié. Donc il nous dit qu'il a compris de nos informations qu'il suffirait de ne faire aucun choix et de laisser les choix par défaut s'exercer pour ces 3 sommes et que ça sera versé sur le PE. Effectivement, c'est un point qu'on a abordé. Et qu'à la suite des versements, il souhaite demander le déblocage des sommes au motif de la rupture du contrat de travail. Et il demande à ce qu'on lui confirme que les 3 sommes seront débloquées. Le motif est bien légitime, même si les sommes sont versées 4 mois après son départ de l'entreprise. Alors, sur la cessation du contrat de travail, on a la possibilité de débloquer les avoirs qui sont en compte avant le départ de l'entreprise, mais aussi les avoirs à venir, à savoir la prime d'intéressement et la prime de participation qui viendront dans un deuxième temps qui correspondent à l'exercice passé en fait, dont le salarié a pu bénéficier du fait de son ancien travail. Donc, il pourra en effet débloquer l'ensemble de ces sommes, étant entendu quand même que je tiens à préciser que le placement par défaut de la participation, dès lors qu'on ne fait pas de choix en matière de participation, comme disait Florence, la participation, vous allez recevoir un bulletin d'option et vous avez 15 jours pour procéder à votre choix, soit épargner, soit demander le versement. Si vous ne faites pas de choix pour la participation, le placement par défaut, c'est 50% PE, 50% PERCO. Donc, l'idée, ce serait quand même de tout placer dans le PE, ou de demander d'ores et déjà, même avant la réception du bulletin d'option, le déblocage de ces sommes, parce que vous avez la possibilité de le faire en amont. Donc voilà, donc en effet, même si c'est des sommes qui arrivent après le départ de l'entreprise, le législateur a donné cette option aux salariés de pouvoir procéder à leur déblocage. Et même s'il a déjà procédé à un déblocage en amont, c'est le seul cas de figure où le salarié peut faire un déblocage complémentaire en cas de cessation du contrat de travail. Donc on peut y aller sereinement. Je vois qu'on a d'autres questions. Alors on avait aussi là une question... pourquoi ne peut-on faire qu'un arbitrage avec l'application? L'arbitrage engendre-t-il des frais? Si oui, combien? Comment et à quelle périodicité sont-ils réalisables? Alors, les arbitrages, l'arbitrage, est-ce que c'est facturé? Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, les arbitrages, c'est des opérations qui peuvent être prises en charge par le teneur de compte, par l'employeur du salarié. Dans certains cas de figure, l'employeur prend en charge tous les arbitrages ou un arbitrage par an. Donc, ça, c'est donc en fonction des accords d'entreprise, les choses sont différentes. Donc, je ne peux pas vous dire, c'est en fonction de votre entreprise, Rita. Par contre, vous pouvez en effectuer autant que vous voulez. Il n'y a pas de limitation dans le temps. La seule contrainte que vous pourrez avoir, c'est une facturation dans ce cas de figure. On a eu aussi une autre question. Je me permets de vous adresser une question sur les cas de déblocage anticipé d'épargne salariale. En effet, un cas est certes prévu pour l'acquisition de sa résidence principale, mais ce cas est-il réservé aux primo-accédants? Est-il possible d'en bénéficier dans la continuité? Si je déménage une seconde fois, pourrais-je en bénéficier? Il n'y a pas, c'est pas clairement établi. Pour moi, vous pouvez procéder encore à un déblocage. Il me semble pas. Ça demande un peu confirmation parce que c'est une question un peu spécifique. Mais pour moi, bon voilà, l'acquisition de la résidence principale ne se limite pas aux primo-accédants. Alors, on a des questions qui nous arrivent en direct. On va regarder les questions qui nous sont arrivées. Alors, on avait une question sur les modifications dans le cadre de la loi Pacte, mais c'est un petit peu délicat. C'est compliqué parce que ça va venir. Voilà, de répondre parce que la loi Pacte n'est pas encore complètement votée, mais il y aura effectivement quelques changements, donc restez vigilants. Je pense que vous trouverez les actualités sur notre site quand la loi Pacte sera complètement actée, ainsi que sur le site de la semaine de l'épargne salariale, donc épargne salariale-france.fr.
Il va notamment y avoir des choses sur tout ce qui est plan d'épargne retraite, donc qui vont impacter le PERCO. Voilà, donc suivez l'actualité dans les prochains mois. Ensuite, on a une question sur quelle attitude avoir quand les fonds bloqués sur 5 ans baissent sensiblement, et ce, quel que soit le type de support. Alors ça, c'est une question qui va au-delà de l'épargne salariale, hein, ça peut s'appliquer à tout type de placement en fonds. Et dans ces cas-là, de toute façon, si vous investissez en fonds, il faut le faire, comme j'ai dit tout à l'heure, en fonction de votre horizon de placement. Donc, ça peut baisser sur 5 ans, mais si vous avez un horizon de placement qui est encore relativement lointain, cela va sans doute remonter par la suite. Donc, le mieux, c'est de patienter et de ne pas agir forcément dans la précipitation. Après, comme on l'a évoqué, vous pouvez aussi faire des arbitrages entre les différents fonds et souhaiter passer d'un type de fonds à un autre type de fonds. Donc, on a une autre question là. Quels sont les pourcentages d'abondement de l'employeur pour le PE et le PERCO? Donc ça, Florence l'a bien expliqué tout à l'heure. Sur l'abondement, en fait, moi j'appelle ça un peu le coup de pouce de l'employeur, donc c'est un peu à la main de l'employeur. Ça peut, en fonction des accords, être d'une année sur l'autre, ne pas être les mêmes montants. Vous pouvez avoir de l'abondement sur le PE et pas sur le PERCO, ou sur le PERCO mais pas sur le PE. Donc c'est vraiment quelque chose qui est propre à l'entreprise qui vous propose le dispositif d'épargne salariale. On a une autre question aussi qui est, passé les 5 ans, pouvons-nous débloquer les sommes sur le PE? Donc effectivement, comme je l'ai dit, on peut bien, au bout de 5 ans, débloquer les sommes, mais ça s'apprécie vraiment versement par versement. Donc, il faut regarder la date du versement. Et en général, de toute façon, les teneurs de compte mettent à votre disposition un site internet où vous avez un accès. Vous pouvez consulter votre épargne salariale et on vous donne la date de disponibilité des fonds. Ou si c'est déjà disponible, on vous indique que c'est disponible. Donc, le mieux, c'est d'aller regarder. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? J'ai vu passer... bonjour, passé 5 ans, bonjour, passé les 5 ans, pouvons-nous débloquer les sommes sur le PE? Donc ça, tu viens d'y répondre. Est-on obligé de débloquer les avoirs lors du départ à la retraite? Non. Le déblocage, le départ à la retraite, c'est un motif de déblocage, donc il faut le demander. En plus, c'est pas obligatoire. Donc c'est un motif, à vous de décider. C'est comme ce qu'on disait sur la cessation du contrat de travail. Soit vous conservez, attention, pas d'épargne dormante. On est vigilant sur le fait qu'on fait quand même, on va consulter ponctuellement ses relevés de compte. Soit vous décidez de liquider, d'obtenir les disponibilités de vos avoirs. Donc voilà, c'est un choix propre à chacun. Il n'y a aucune obligation et en tout cas, votre teneur de compte ne procédera pas au déblocage automatique. Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit. Après, on a une question sur, en cas de décès du titulaire, que devient le PE? Vente immédiate obligatoire ou le conjoint peut-il le conserver? Non, le conjoint ne peut pas le conserver, donc le PE sera clôturé, donc les différents fonds seront liquidés. Est-ce qu'il y a un avantage fiscal à faire des versements volontaires sur le PERCO? Non, actuellement, il n'y a pas d'avantage fiscal à faire ce type de versement. Par contre, si vous versez... ça, c'est un point qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent. Si vous versez votre intéressement ou votre participation sur le PERCO, mais aussi sur le PE, dans ce cas-là, cet intéressement ou cette participation n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu, alors que si vous décidez de le percevoir sur votre compte bancaire, cela rentre dans vos différents types de revenus. C'est juste soumis, par contre, à une partie des prélèvements sociaux, CSG, CRDS. Après, il pourra y avoir des changements avec la loi Pacte, donc restez vigilants dans les mois qui viennent, parce qu'aujourd'hui, il y a un avantage fiscal à faire des versements sur un PERP, et il est possible qu'il y ait une harmonisation des plans d'épargne pour la retraite. Voilà, donc à suivre dans les semaines et mois qui viennent. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme question? Que se passe-t-il pour les fonds aussi en cas de décès pendant notre activité ou à notre retraite si les fonds sont restés sur l'épargne salariale? Donc sur les fonds en cas de décès, j'y ai répondu, c'était l'objet d'une autre question. Pendant l'activité, les fonds, vous choisissez les fonds sur lesquels vous versez votre argent et vous pouvez modifier avec des arbitrages comme a expliqué Nelly.
Et à votre retraite, ben, vous pouvez très bien continuer à laisser votre argent fructifier si vous n'en avez pas besoin. Donc ça continue à fonctionner comme auparavant. On a une autre question, là je vois, en cas de démission, faut-il anticiper la demande de déblocage pendant le préavis? Non, on ne peut pas l'anticiper parce que vous allez avoir besoin de justificatifs sur la cessation de votre contrat de travail et de fait, vous ne pourrez pas demander le déblocage de vos avoirs d'épargne salariale sans ces justificatifs. Donc, la seule chose que vous pouvez faire en cas de démission et quand vous êtes dans votre préavis, c'est de procéder peut-être à un versement volontaire si votre dès lors que votre contrat n'est pas terminé. Donc là, vous ne pourrez pas en tout cas demander le déblocage de vos avoirs tant que vous n'aurez pas les documents justifiant la fin de votre contrat. Par contre, ce que vous pouvez anticiper, c'est l'abondement. Et si vous n'avez pas bénéficié à plein de l'abondement au titre de l'année en cours, vous pouvez décider de faire un versement volontaire pour percevoir l'abondement tant que vous êtes encore dans l'entreprise, sachant que vous allez donc débloquer dans les semaines qui viennent votre épargne salariale. Bah, écoutez, je crois qu'on a répondu à l'essentiel de vos questions. Et puis, nous sommes arrivés à la fin de cette webconférence. Donc, nous vous remercions pour votre attention, pour vos questions. Nous vous invitons donc à ne pas hésiter à aller sur le site de l'épargne salariale. Et puis, bien sûr, cette conférence sera disponible en replay prochainement sur la chaîne YouTube de l'AMF. Merci à tous et très bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.